trafic. Jean-Luc Mélenchon, est-ce que ce n'est pas la preuve que le gouvernement avait raison finalement? Le dispositif de sécurité était le bon? Tout s'est bien passé? Formidable, non hein Bon. Vous le reconnaissez? C'est Christophe Castaner qui va être content. Non, moi je pense que M. Castaner devrait s'en aller. Dans n'importe quelle démocratie, un ministre qui cumule 19 semaines de blessés, d'éborgnés, d'amputés, de mutilés et des condamnations, parce qu'on voit souvent M. Castaner et on oublie ensuite le bourreau, c'est Mme Belloubet, avec... la garde des Sceaux. Oui, la garde des Sceaux, qui a donné personnellement des consignes de fermeté, qui s'est présentée dans un tribunal. Nous avons eu 8000 personnes mises en garde à vue, certaines sans objet. Le procureur lui-même disait vous les gardez, et puis comme ça, ils ne reviendront pas à la manif, même s'ils n'ont rien fait. Vous avez 800 personnes condamnées à de la prison ferme. Bon, vous savez très bien qui on attrape dans ce genre de circonstances. Ceux qui pour vous, ils ont été condamnés pour rien? Je ne dirais pas pour rien, il y a toujours une bonne raison, et les juges se réfèrent toujours à un article de la loi. Mais tout ça est totalement disproportionné, a été destiné à intimider, et je vous demande d'y réfléchir. Est-ce que ça vaut la peine d'envoyer quelqu'un à de la prison ferme? Je viens de vous parler de 800 personnes en prison ferme. Est-ce que ça vaut la peine? Des gens sans casier judiciaire, bon, ils étaient à la manif. Quand bien même auraient-ils crié un peu fort ce jour-là? Mais hier, on n'a pas empêché, par exemple, de défiler ceux qui étaient dans le cortège déclaré. Donc ça pose des problèmes sur ce qui s'est passé les autres semaines. Pardon, mais je trouve que vous allez un peu vite en besogne. Je vous pose les questions et je vous laisse répondre. J'ai compris, mais c'est mon devoir aussi de vous dire, alors comment ça se fait cette semaine? Ça se passe bien, et la semaine d'avant, ça se passe pas bien. Parce que j'observe que vous aviez dit cette semaine, attention, par exemple, au périmètre interdit. Attention, en particulier, vous aviez fait une conférence de presse vendredi pour dire les militaires de l'opération Sentinelle mobilisés, c'est pas forcément une bonne idée. Il se trouve que hier, ça a été le cas. Et qu'on n'a pas vu d'incident? Alors, je vois les choses autrement. Mais commençons d'abord par dire ça. Le commandement et l'usage des forces de police qui a été fait pendant des semaines, 18 semaines, est un usage qui n'est pas le bon. La preuve, c'est qu'il y a aussi 1500 policiers blessés. C'est du jamais vu. Hein. Évidemment, globalement, arrêtons de faire de cette affaire uniquement une question de sécurité. Bon, il faut quand même voir pourquoi des gens vont 19 semaines de suite dans la rue, et cette semaine, plus nombreux encore que la semaine d'avant, alors qu'il y avait eu un pilonnage pendant toute la semaine sur l'incendie au Fouquet's, la banque avec des scènes désastreuses, comme cette pauvre kiosquière qui avait vu son bien partir. Mais des scènes que vous condamnez. Les gens sont venus plus nombreux encore. Je crois qu'ils ont aussi répondu à ce que, comme d'autres, j'avais fait, un appel qu'à dire plus on sera nombreux, moins il y a de risque de dérapage. Mais donc ça prouve que les semaines précédentes, c'est bien ce qu'on leur disait, il ne faut pas faire comme ça. Alors moi je ne suis pas un spécialiste des questions de sécurité, c'est pas mon métier, c'est un métier policier. Je pense que le gouvernement cumule les erreurs. D'abord parce qu'il devrait commencer par dire « nous nous sommes trompés pendant 19 semaines ». Le peuple est bienveillant. Si vous ne faites pas d'histoire, il ne fait pas d'histoire. Il n'y a vraiment que quelques personnes... Le gouvernement a dit, le préfet de police a mal passé les consignes, elles ont été mal observées, dont acte, on avance, on change les équipes, ça, c'est on continue. Vous le dites. Vous n'en savez rien en réalité. Vous ne savez pas si le préfet... que le gouvernement disait. Oui, vous dites ce que le gouvernement dit, peut-être bien, mais moi je n'ai pas l'intention de répéter ce que dit le gouvernement. Le préfet Delpech, qu'est-ce qu'il vous dit? Qu'il ne faisait pas son travail honnêtement. Toute la hiérarchie policière qui a été décapitée une semaine avant. Alors c'était eux qui créaient le désordre. Et vous pensez qu'ils ont payé pour rien? Pardon. Je voudrais bien qu'on entende ma question. Si on dit dorénavant, il n'y a plus de blessés, tout se passe gentiment, c'est donc qu'auparavant, c'est ces gens-là qui créaient le désordre. Mais c'est une histoire de fou, ce n'est pas vrai. Et dans une république, dans une démocratie avancée comme la nôtre, quand il y a une faute de commise, c'est le politique qui trinque. C'est pas l'administration. Vous demandez toujours la démission de Christophe Castaner. Ça n'a rien changé pour vous, le fait que la journée d'hier... Absolument rien. Absolument rien. Et je veux dire que je le trouve aussi dangereux qu'au début. C'est-à-dire aussi amateur, aussi se défaussant sur les autres de ses responsabilités. Je voudrais quand même attirer votre attention sur le fait qu'ils viennent de dire ça. Au fond, c'était la faute des policiers, qui est commandé n'importe comment, et des préfets qui étaient en place. Maintenant, je viens sur Sentinelle un instant. J'estime avoir... contribuer à quelque chose d'utile à mon pays en me dressant comme je l'ai fait. Parce que réellement, le gouvernement a dit qu'ils allaient utiliser Sentinelle pour protéger les bâtiments publics. Et je voudrais rappeler que le gouverneur militaire de Paris... du maintien de l'ordre. Attendez, le gouverneur militaire de Paris a dit si telle et telle circonstance, alors ils pourront tirer. Eh bien, voyez-vous, quand vous dites vous donnez à garder un bâtiment public, puisque c'est ça qu'on nous a dit, que pour finir, on nous a dit qu'ils allaient faire. Mais imaginez que ça se passe mal. Vous mettez tout le pays, son image,
la relation interne que le peuple a à l'armée. C'est très important, la relation à l'armée. Et à l'opération Sentinelle. Tout d'un coup, face à face et à la merci d'un provocateur. Une seule personne qui vient, qui jette un boulon sur un militaire de Sentinelle, qui souvent est un très jeune homme ou une très jeune femme, qui est entré dans l'armée pas pour faire ça, pas pour garder des portes, mais pour combattre, et qui a dans son contrat quelque chose qui a ni dans le vôtre ni dans le mien, qui est marqué qu'ils peuvent mourir pour faire ce boulot-là. Donc le rapport que nous avons à notre armée est extrêmement délicat à manier. Sur ce On point, ne peut pas accepter que l'armée soit en première ligne devant des manifestants. Voilà, je voudrais vous faire écouter ce que disait l'un des membres du gouvernement ce matin, précisément sur les propos que vous venez de tenir. Gabriel Attal, il est secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation, il s'exprimait chez nos confrères d'Europe 1. Un certain nombre d'oppositions n'ont pas cru que les armées allaient faire du maintien de l'ordre. Elles ont essayé de le faire croire aux Français. Elles ont menti aux Français gravement. J'en ai entendu Jean-Luc Mélenchon dire ne respectez pas l'ordre de tirer. Comment est-ce qu'on peut imaginer en France que le gouvernement demande aux militaires de tirer sur la foule? Et c'est totalement irresponsable ce qu'a fait Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, il cherche l'escalade des violences. Jean-Luc Mélenchon, il aimerait, je pense, qu'on ait un accident grave dans une manifestation. Si quelqu'un venait à décéder dans une manifestation, je ne suis pas sûr qu'il le regretterait. En tout cas, je pense que ça servirait, sa course à l'escalade et sa course à l'instrumentalisation. Jean-Luc Mélenchon. Alors, c'est extrêmement virulent, hein, mais il ne se rend pas compte de l'aveu qu'il fait en parlant comme il le fait. D'abord, il dit, Mélenchon fait croire qu'on allait utiliser l'armée. Non, jeune homme, c'est le gouverneur militaire de Paris qui a dit que oui, on les utiliserait et que le cas échéant, il tirerait. Donc, à cet instant, M. Attal fait le numéro des robots de la République en marche, on leur met une feuille avec des trous, vous savez, comme dans un piano mécanique, et il débite leurs arguments de langage. Mais la deuxième partie de la séquence que vous avez montrée est terrible. Il dit Mélenchon aimerait qu'il y ait un incident grave, quelqu'un qui meurt. Mais il y a déjà quelqu'un qui est mort. À Marseille, il y a une femme qui est morte d'avoir pris une grenade. Elle ne compte pas, cette femme. Ce n'est pas un incident grave. Les 5 mains arrachées, ce n'est pas des incidents graves. Les 18 personnes éborgnées, ce n'est pas des incidents graves. 2000 personnes blessées, ce n'est pas grave. Cet homme ne sait plus ce qu'il dit. Il a un comportement qui manifeste une espèce de, comment dire, vous savez, de mépris pour ces gens qui ne sont rien, quoi, comme disait le président de la République. Donc pour lui, tout ce que je viens de vous dire, cette liste, il ne l'a présent ni à l'esprit ni au cœur. Voyez-vous, quelles que soient les opinions que l'on ait dans ce pays, il me semble que toujours on exprime de la compassion quand ça tourne mal. Personnellement, je suis désolé que des policiers aient été blessés. Celui qu'on a fait courir toute la journée avec son barda avec 30 kilos dessus, il finit par avoir un accident cardiaque, je ne sais pas ce que ça vous fait à vous, à moi ça me touche. Je me dis, bah quand même, pauvre homme, je souhaite qu'il se rétablisse le plus vite possible. Cette personne, cet ami à Nice, qu'on retrouve à terre, alors on dit c'est une septuagénaire, elle est plus que septuagénaire, c'est une militante surtout. 73 ans, une militante d'attaque. Et vous avez vu comment c'est, hein, l'engagement politique, c'est à tous âges. Alors, on dit qu'elle est rentrée dans un poteau. Bon, nous verrons bien, mais tout ça est d'un mesquin. Il faut surtout se préoccuper des gens. Et surtout que le pays... Moi, je ne cesse de dire ça. Alors, M. Attal me prête des propos contraires. Je ne cesse de dire qu'il faut une désescalade. Je ne souhaite pas, je ne veux pas d'un point de vue moral, quoique moralement non plus, mais d'un point de vue stratégique. Je ne souhaite pas l'escalade de la violence, parce que je pense qu'elle est contre-performante pour la cause que je défends avec aux côtés des Gilets jaunes. Je ne peux mieux le dire que je suis en train de le dire. C'est le nombre notre force. Est-ce que vous avez l'impression que le gouvernement, lui, la recherche, cette escalade? Ah ben clairement, les semaines passées, oui. Parce que dès qu'il y avait un Cajot qui brûlait, ils étaient là à montrer ça, à le mettre en avant, ils ont essayé de l'instrumentaliser. Voyez-vous, je ne veux pas accuser. Je n'aurai pas le moyen de donner la preuve de ce que je dis. Par conséquent, je ne le dis pas. Mais je dis que oui, ils ont utilisé de toutes les manières possibles la violence. Rappelez-vous la première semaine, parce qu'il y a eu 12 morts dans cette affaire. Hein. Il y en a une qui est morte sur une grenade, mais il y a 11 personnes qui sont mortes sur des barrages. Bon, le président de la République a dit qu'ils étaient morts d'imbécilité. Non, ils sont morts dans des tensions et parce que la police n'était pas... D'accident de la route, par exemple, d'avoir été heurté par des véhicules, pas dans la... Oui, non, mais c'est pas des accidents de la route. Quand quelqu'un décide de foncer sur un rond-point où il y a des gens, c'est pas un accident de la route. C'est quoi alors pour vous ? C'est quelqu'un qui pète, comme on dit vulgairement, il pète en plomb, il perd son sang-froid. Donc le rôle de la police... Pas de la responsabilité du gouvernement ? Écoutez-moi, c'est de la responsabilité de la sécurité publique. Si vous avez des gens qui manifestent dans la rue, on y met des policiers. Pourquoi, à votre avis ? Pas pour charger les manifestants, mais pour, faire que ça se passe bien, que ça se passe tranquillement, que les véhicules ne viennent pas en travers. C'est à ça que ça sert, la police.
Vous avez une vision qui s'est peut-être déformée à force de les voir charger. Mais le fond du métier de policier, c'est gardien de la paix. Est-ce que vous avez l'impression que leur fonction, elle est dénaturée par le gouvernement ? Ah ben, je crois que le gouvernement est un gouvernement tout à fait exceptionnel par l'usage qu'il fait des instruments de l'État. Il a une faible conception de l'État, le gouvernement. Il croit que l'État, c'est comme une entreprise, comme ils disent. Alors on change les chefs de rayon et puis la marchandise va être mieux vendue. Et donc ils ont un regard complètement faussé. Ils utilisent la police dans des conditions que je juge dramatiques. Et permettez-moi de vous dire qu'à mon âge, j'ai quand même eu le temps d'en voir des manifs. Hein. Pardon. Qu'est-ce que vous appelez dramatique ? Ben, c'est-à-dire que c'est d'une incohérence totale. On voit les policiers tout d'un coup chargés quand il n'y a personne, tirer sur des gens qui font rien. La minute d'après, il y a des gens qui fassent un assaut, il ne se passe rien. On a vraiment tous le sentiment, le système des NAS, qui est épouvantable. On enferme déjà à un endroit et on leur tire dessus des lacrymos tant qu'il y a plus. Mais ça, c'est pas de la faute des forces de l'ordre, mais c'est de la faute du ministre de l'Intérieur. C'est le ministre de l'Intérieur qui, lui, tout seul, dit on va faire comme ci, comme ça. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous croyez ? Mais avec quel intérêt ? Mais l'intérêt de l'idée qui se fait du maintien de l'ordre. Mais bien sûr que c'est... Mais monsieur, si ce n'est pas le ministre qui est responsable, ça va être qui ? Vous allez prendre le policier ? Alors on change de régime si on fait ça. C'est plus les politiques qui sont responsables des ordres, c'est ceux qui les exécutent. Alors je peux vous dire que plus personne n'obéira. Parce que ça revient à politiser toute la fonction publique. Un policier, lui, il va vous dire, quelles que soient ses opinions, et je les connais pour beaucoup d'entre eux, hein, il va vous dire, moi je suis ni de droite ni de gauche, je fais mon boulot. On me dit de faire ci, je le fais. Le devoir des forces de l'ordre, comme on dit avec ce grand mot, hein, c'est de servir et d'obéir. Un point, c'est tout. C'est pas de moi, c'est du général de Gaulle. On va écouter juste ce que disait Jean-Luc Mélenchon hier soir, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Il a eu une pensée, on le précise, vous l'évoquiez à l'instant, pour ce policier qui a fait un malaise cardiaque place de la République, pour cette femme qui a également été blessée grièvement puisqu'elle a des fractures au crâne à Nice. Et il a fait le bilan, qui était selon lui le bilan de cette journée. Aujourd'hui, l'ordre républicain a été maintenu. La doctrine que nous avions adoptée après le 1er décembre a été appliquée à la lettre. Les mesures supplémentaires que nous avons proposées avec Laurent Nunez et que le Premier ministre, en lien avec le Président de la République, a validées cette semaine, ont été mises en œuvre. L'ordre républicain a été maintenu. Est-ce que vous partagez ce constat ? C'est une grandiloquence ridicule. L'ordre républicain, on met toujours cette pauvre République à toutes les sauces des choses violentes. Quel ordre républicain ? La bonhomie populaire a pu s'exprimer pendant le week-end parce qu'on n'est pas venu lui chercher pouille, la gazer tous les 5 minutes ou l'assaillir. Voilà. Quant au reste, je vous demande de vous focaliser plutôt, pardon, comme observateur et commentateur, sur la dureté de la phrase. Il dit « La doctrine que nous avions mise au point dès le mois de décembre a été appliquée ». Autrement dit, s'il y a eu des troubles et des désordres auparavant, c'est de la faute de la hiérarchie policière. C'est le ministre de l'Intérieur qui accuse la hiérarchie policière et les policiers d'avoir créé le désordre depuis le mois de décembre. Eh bien, pardon de vous dire que ce n'est pas quelque chose qu'on peut entendre. C'est aux politiques d'assumer. Ça a toujours été comme ça. Des fois, c'est injuste. Vous avez un homme ou une femme politique qui, il prend, quoi, c'est tout, voilà. Parce que, par exemple, après la mort de Malik Oussekine, il y a eu des décisions de prise. Après, une main arrachée. Je crois que je ne sais plus quelle année c'était. Bon, ça a été toute une histoire dans le pays. Plusieurs fois la démission de Christophe Castaner. Oui. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ce serait plus d'actualité qu'il y a quelques semaines ? Le président n'a pas donné suite à votre demande. Mais le problème reste posé. Je tiens une thèse. Dans la République, les politiques assument la responsabilité des ordres qu'ils donnent à l'administration. Quand l'administration échoue dans l'exécution des ordres, c'est le politique qui fait le fusible. Ce n'est pas l'administration. Il faut penser à l'État. D'accord ? L'État, c'est une réalité. La République, ça repose sur un État. Alors l'État, il faut l'améliorer, l'aérer, le ventiler, tout ce que vous voulez. Mais il y a un État. Ça ne peut pas être, c'est pas une entreprise où on change les chefs de rayon pour que la marchandise se vende mieux. Par conséquent, M. Castaner doit assumer l'échec que ça représente. Mais encore faut-il qu'on soit d'accord pour dire que 1500 policiers blessés, 1800 policiers manifestants blessés et 18 personnes éborgnées, c'est un échec tragique. Il n'y a pas d'exemple comparable, peut-être depuis la guerre d'Algérie, et encore, je ne suis pas sûr. C'est le plus pitoyable gouvernement en matière de maintien de l'ordre qu'on n'ait jamais eu dans ce pays depuis des décennies. Mais bon, vous avez dû voir des films sur mai 68. Vous avez dû voir comment c'était. Les gens, ils jetaient même des meubles par les fenêtres. C'est vous dire. Et on dit, au bout de 15 ans, on a dit, il y a dû y avoir 7 morts. On n'en est même pas sûr. À l'époque, on pensait qu'il n'y en avait eu aucun. Mais le préfet Grimaud,
lui avait assumé sa fonction de préfet. Il avait donné des consignes très dures, des fois, aux policiers, dans un langage qui était quand même très courageux. Il leur avait dit qu'il frappe un homme à terre se déshonore. Et de la même manière, il n'a pas une seule fois, il a dit c'est de la faute. Mai 68, c'était mieux qu'aujourd'hui. Ce que je suis obligé d'observer, c'est qu'en mai 68, alors que la situation était autrement plus tendue, avec 10 millions de travailleurs en grève et des manifestations nocturnes d'une violence qu'on n'a jamais revue depuis, il n'y a pas eu un mort. Donc ça veut dire que l'usage des forces de police était tel que même dans cette situation de tension, il n'y avait pas de mort, il n'y avait pas d'éborgnés et ainsi de suite. Je ne dis pas qu'il n'y ait pas eu des moments extrêmement, comme on peut dire, chauds, hein, mais donc c'est un échec pour M. Castaner. Je vous demande quand même d'en tenir compte. Ça fait 19 semaines qu'ils ne savent pas quoi faire. Vous étiez vous-même dans la manifestation hier. On a vu des photos qui ont été publiées sur les réseaux sociaux à votre nom, dans le cortège officiel entre d'Enfer Rochereau et Montmartre. Vous vous sentez vous-même gilet jaune, Jean-Luc Mélenchon, là vous êtes entouré de gilets jaunes précisément sur cette image? Parce que j'avais appelé à ce qu'on soit nombreux. J'avais dit la bonne façon de faire, c'est d'être nombreux. Toutes les autres semaines, je ne suis pas descendu dans les manifs parce que je pensais que ma présence pouvait créer des troubles. Hein. Ou bien donner l'impression que ça se politisait et ça rabougrirait le... Mais là, je me suis dit, si moi j'appelle à être très nombreux, mon devoir, c'est peut-être que j'y aille moi-même. Bon, ce que j'ai fait, j'ai été très bien accueilli, j'y avais beaucoup d'amis, on en voit autour de moi. Et c'est pas de la récupération politique? En l'occurrence, je ne vois pas très bien ce que je récupère, à part des ennuis, parce que aussitôt arrive une caméra, donc ça provoque des incidents, et je tiens à dire que je ne souhaite plus être filmé quand je suis dans la rue, parce que je ne peux plus vivre. Dès qu'il y a une caméra, tout le monde sait que c'est l'occasion de venir dire quelque chose. Je n'ai pas que des amis dans la vie, vous savez, et donc il y a des gens qui n'aiment pas ce que je raconte, qui profitent de l'occasion, alors après, la caméra, ça donne incident, monsieur Mélenchon. Là, les gens étaient très aimables, là c'est un moment particulier, mais j'ai une autre raison de ne plus vouloir être filmé. C'est que les gens qui m'entourent peuvent être mis en danger par des images de télévision, ensuite par la police. Par exemple, moi-même, je fais l'objet d'incrimination de la part du parquet sur la base des images de quotidien le jour de la perquisition. Je n'avais pas vu la caméra, hélas pour moi, parce que si je l'avais vue, les choses auraient été différentes, mais c'est sur la base de ces images. Donc, moi, je ne sais pas qui est à côté de moi. Par exemple, ce jeune homme qui était follement sympathique, qu'on voit sur votre image, qui chantait des choses qui n'étaient pas très agréables pour le pouvoir. Après, il y a eu d'autres gens, vous avez montré une image à l'instant, il y a un monsieur que je prends par l'épaule. Je ne sais pas qui c'est, jamais vu de ma vie. Imaginez que ce soit quelqu'un de discutable. Alors vous diriez, monsieur Mélenchon, vous l'avez pris par l'épaule. Sur les gens discutables, justement, un nom qui a été beaucoup commenté toutes ces dernières semaines s'appelle Éric Drouet. Il a été verbalisé hier pour avoir participé à une manifestation non déclarée. C'était à la mi-journée. Vous-même, il y a quelques semaines, vous aviez été très critiqué pour des propos que vous aviez publiés sur Internet. La France est pleine de ces personnages qui marquent son histoire comme autant de cailloux blancs. C'est pourquoi je regarde Éric Drouet avec tant de fascination. Est-ce que ça vaut toujours aujourd'hui, ce Jean-Luc Mélenchon? Bien sûr, plus que jamais aujourd'hui. D'abord, je faisais le rapport entre ce Drouet-ci et l'autre, celui qui a reconnu Louis XVI et donc l'a empêché de s'évader, de fuir. Et puis, je suis assez connaisseur des luttes populaires pour savoir que le rôle de M. Drouet est tout à fait extraordinaire. Il pèse sur lui une pression terrifiante. Le Drouet d'aujourd'hui. Mais bien sûr, le Drouet d'aujourd'hui. Et il fait preuve d'un sang-froid total. Il fait preuve d'une détermination, d'une acuité du regard qui m'impressionne beaucoup. Parce que je sais ce qu'il vit, je sais ce qu'il a sur le dos. Il est d'une prudence totale à l'égard des politiques. Et il est... Je le trouve très français de ce point de vue, au sens de le gars qui tombe au bon moment et qui sait ce qu'il a à faire. Il a des violences à certains moments. Quelle violence? Par exemple, la semaine dernière, sur les Champs-Élysées, vous l'avez entendu condamner des violences? Oui, mais est-ce qu'il en a commis lui-même? Non, je vous parle de caution. Non, mais tous ceux qui... Pardon, monsieur. Ça signifie que quand il y a des violences, nous devons tous nous mettre en file et puis dire « nous condamnons ». Enfin, vous plaisantez, non? La réponse, c'est non à cette question. Ma réponse est qu'il n'a aucune responsabilité dans ces violences, qu'il les désapprouve, mais il est dans une situation où s'il veut être entendu, il faut qu'il s'exprime toujours avec beaucoup de prudence, comme moi-même. Moi, j'ai toujours été hostile à la violence. Vous vous êtes assez moqué de moi quand le 1er mai, j'avais condamné les violences qui avaient eu lieu. Hein. Personne n'est venu m'aider ce coup-là. Pourtant, je l'avais fait et je continuerai à le faire. Et je suppose que cet homme pense comme moi, que la violence rabougrit la mobilisation. Sur le moment, on peut avoir l'ivresse de la situation, parce que ça paraît héroïque et tout ça. Mais j'ai vu dans de nombreux pays comment, si on rentre dans cette pente, comment ça finit. La révolution en Tunisie, par exemple, la différence, vous voyez, en ce moment, dans une phase de révolution citoyenne. Il y en a une en Algérie en ce moment, il y en a une en France.
Avant ça, si vous regardez, ceux qui nous ont donné un bon modèle, c'est les Tunisiens. C'est précisément parce qu'ils n'ont pas accepté la violence la semaine dernière, qu'ils ont gagné. Il y a eu également certains manifestants ou casseurs, c'est vous qui allez me dire comment vous les appelez, qui ont par exemple pillé le restaurant Le Fouquet's, qui sont repartis avec certains objets du restaurant qui a été mis à sac. Ça, vous vous dites, c'est de la colère populaire légitime ou ça, c'est regrettable, condamnable? Non, mais personnellement, je n'ai aucun intérêt au Fouquet's, je n'y déjeune jamais, donc je ne sais même pas si c'est un bon restaurant. Je ne vais pas dire que je suis d'accord. Je le dis franchement, je ne suis pas d'accord. Même pour le Fouquet's, pourtant ça fait rire tout le monde. Et moi aussi, ça m'a fait rire au début. Mais après, une fois l'instant de rigolade passé, vous vous dites, c'est pas sérieux. On ne peut pas vivre comme ça. On ne peut pas avoir pour stratégie de lutte de donner l'assaut à des bâtiments dont, pardon de vous dire, qu'il est dérisoire. Parce que en restaurant, franchement, on trouve comme Citadelle ou Forteresse, on trouve plus significatif. Quant aux objets qui ont été pillés, nous savons maintenant qu'ils ont été distribués par je ne sais pas qui était là. Bon, mais peu importe. Il n'empêche, je ne suis pas d'accord. Mais je ne serai pas le chien de garde. Je ne ferai pas le boulot d'aller montrer du doigt et condamner. Parce que c'est toujours la violence des pauvres qu'on dénonce. Je ne dis pas que c'était des pauvres qui attaquaient là. Je ne dis pas ça. Je n'en sais rien. Je suis très surpris d'ailleurs, parce que M. Castaner, lui, disait qu'il savait qui c'était. Mais il n'arrête jamais personne. Et on ne les retrouve jamais dans les gens qui sont condamnés. Qui est paru en comparution immédiate, pas plus tard qu'hier. Effectivement, là, pour le coup, la procédure a été invalidée parce qu'il y avait un vice de forme. Non, attendez, non, là, vous allez trop vite. Il y a un couple qui a été incriminé hier parce qu'il a été reconnu sur Facebook en montrant des objets. Avant d'avoir dit ouf ni af, on les a perquisitionnés et inculpés. Et puis après, on s'est dit, ah ben zut, on leur a donné le matériel. Il faut mettre les choses à leur place. Vous voyez, tout ça, ça sert à rien de dramatiser, de toujours monter aux extrêmes. Ah, ils ont pillé, bah. La vie est un peu plus compliquée que les images nous donnent à penser. Pas son travail. Là, en l'occurrence, ils n'ont pas été inquiétés. Écoutez, monsieur, je vais dire après vous que tout va bien dans ce pays. On se demande pourquoi il y a des manifs. Alors justement, comment est-ce qu'on va en sortir, Jean-Luc Mélenchon? Il y a un grand débat qui a été organisé depuis plusieurs semaines par le gouvernement. Sauf erreur de ma part, vous avez refusé d'y participer. De le cautionner, hein, j'empêche pas les gens d'y aller s'ils veulent. Hein. J'écoute pendant des heures le chef de l'État. Ça vous gênait d'entendre des gens qui pouvaient parler, débattre Non, je trouvais cet exercice, et je continue à le dire, ridicule et déplacé, parce qu'il est lui-même la démonstration de la faillite des institutions. Dans quelle démocratie, 18 mois après une élection présidentielle, on recommence le débat sauf l'élection? Parce que tous les sujets que le président a mis en débat, l'écologie, la fiscalité, etc., c'était tous les sujets de la présidentielle. Passionnent la France insoumise, a priori, sont la transition écologique, c'est un sujet que vous portez, la fiscalité, la démocratie, la citoyenneté, les services publics, c'est des sujets majeurs. Mais merci de me le reconnaître. Mais bien volontiers, sauf que je ne vois pas la cohérence, pour le coup, à dire que ce sont des sujets importants. Précisément, c'est que pour nous, ce sont des sujets qui méritent décision, pas blabla. Nous avons déjà eu cette discussion. Il y a 18 mois, il y avait des élections présidentielles. 18 mois après, on recommence le débat. Mais la décision, vous n'en savez rien. Attendez, je comprends ça parce qu'un commentateur, pour lui, un débat, c'est une réalité en soi. Mais non, nous parlons de politique, d'un peuple majeur, citoyen. Il y aura des décisions du président de la République à la fin. Du président de la République. Sa seigneurie va donc décider, après avoir ouï le bon peuple. Et alors déjà, le peu qui dit qu'il a compris, pardon de vous dire qu'on ne doit pas fréquenter les mêmes. Parce qu'ils ont dit, alors que demande le peuple? Une journée de travail gratuit de plus que le peuple ferait. Et deuxièmement, allonger l'âge de départ de la retraite. C'est les deux propositions que la République en marche a sorties. Le commissaire Jean-Paul Delevoye dit exactement l'inverse aujourd'hui dans le journal du dimanche. On va regarder ses propos. Il dit « Nous n'avançons pas masqués, conformément aux engagements pris par le président et le Premier ministre le 10 octobre dernier. La réforme engagée repose sur un âge légal minimum de départ à la retraite à 62 ans dans le nouveau système universel. » 62 ans, donc comme aujourd'hui, demain ce sera le cas. Ça vous fait rire? Oui, bien sûr. D'abord, parce qu'il n'y en a pas deux qui disent pareil, donc pour avoir un débat... a priori, il gère le dossier, Jean-Paul Delevoye, il doit savoir. Ah bon? Pas Mme Buzyn, alors? Qui, effectivement, la semaine dernière, serait LCI dans le grand jury. Donc nous avons deux points de vue. Et puis nous pouvons en rajouter un troisième avec ce qui a été dit par M. Guérini. Donc nous avons, du point de vue de la majorité, trois points de vue. Par contre, écoutez, je sais une chose, rien que cette phrase que vous nous montez, la réforme engagée repose sur un âge légal minimum de départ à la retraite à 62 ans. Monsieur, avec un système de retraite par points, c'est un peu compliqué techniquement expliqué, l'âge légal de départ à la retraite n'a aucun sens. Donc ça pourrait être 62, 59, 50, tout dépend de la valeur du point. Or, précisément, vous saurez chaque année combien vous payez pour avoir la valeur de votre point, mais vous ne saurez jamais quel sera le prix du point au moment où vous liquiderez votre retraite. Pardon, c'est technique, mais c'est un sujet qui appelle des réponses. Donc, quand il fait ça, Jean-Paul Delevoye, il se fout de vous, parce que c'est vous qui êtes concerné, c'est pas moi, j'ai déjà dépassé l'âge de la retraite. Mais vous, si vous voyez ça, vous ne saurez jamais ni combien vous aurez, ni à quel âge vous partirez. Donc, je pense que tous ces gens
ont une espèce de rapport à la, comment dire, à la réalité et puis à l'enfumage qui est quand même incroyable. Ce qu'il dit n'a aucun sens. Le point ne permet pas de déterminer à quel âge vous partirez. Sauf que ça détermine une chose. À quel âge vous aurez le droit de liquider. Et encore, c'est pas sûr. Voilà. Je ne sais pas si on m'a compris, mais les gens, je vais juste vous dire un truc. Dans leur système, les sous que vous aurez à la fin, ça dépend de la mortalité dans votre génération. Vous suivez? On vous écoute. Plus on est nombreux dans une génération à être encore en vie, moins on aura de sous. Moins on est nombreux, plus on aura de sous. Eh bien, bravo. Le système par répartition, c'est l'inverse de ça. C'est on a intérêt à ce que tout le monde soit là et qu'il y ait le plus de monde possible au travail. On peut se dire assez facilement. Permettez-moi de vous dire que la actuel a clé quelques de l'affaire problèmes des de financement. retraites, la clé de l'affaire des retraites, c'est pas les points et tous ces tripotages. C'est combien de gens qui travaillent. Si vous mettez 1 million ou 2 millions de personnes de plus au travail, ce qui se passera si on applique la planification écologique, il n'y a plus de problème de financement des retraites. De la même manière qu'il n'y aura plus de déséquilibre des comptes sociaux, mais d'abord des retraites. La clé du système de retraite par capitalisation, par répartition, c'est le nombre de gens qui travaillent. Par capitalisation, c'est seulement les sous que vous y mettrez et après, vous croisez les doigts et vous achetez un fer à cheval et une pâte à lapin en espérant qu'il n'y ait pas de crise financière parce que sinon, votre retraite, il n'y en a plus. Pour porter tout ça, Jean-Luc Mélenchon, on se dit qu'a priori, il devrait y avoir plein de forces de gauche qui devraient tenir un seul et même discours. Quand on regarde ce qui va se passer pour les européennes, De qui vous parlez? il y a au moins 5 listes. Je sais pas, on va les regarder ensemble. Yannick Jadot pour Europe Écologie Les Verts, Raphaël Glucksmann pour Place Publique et le PS, Benoît Hamon pour Génération, Yann Brossa pour le Parti communiste et Manon Aubry, votre candidate, pour la liste emmenée par la France Insoumise. Comment ça se fait qu'à gauche, on ait 5 listes? Il y a 5 discours, il y a 5 lignes à gauche? Non mais déjà, vous allez vite en classement parce que M. Jadot, il a dit qu'il Oui. n'était ni de droite ni de gauche. Les deux suivants, si vous On va voulez, les c'est revoir, une étiquette effectivement. englobante qui n'a pas de sens. Je comprends ce que dit M. Brossa et nous parlons Le la même communiste. langue, Oui. mais avec M. Jadot, il l'a dit lui-même, non, avec M. Glucksmann, de même. Ils sont pour être dans les traités, pour rester dans les traités européens, et moi pour en Ils sortir. sont pas de gauche pour vous? J'ai pas dit ça. C'est la question que je vous pose. Mais moi, je dis pas ça, j'en sais rien. Je sais une chose, c'est que sur le fond, c'est pas l'étiquette qui compte. Alors, celui-ci est de gauche, l'autre est de droite. Non, non, c'est trop facile, ça. Qu'est-ce que vous proposez dans la situation Eh ben, concrète? on va écouter ce que dit Raphaël Glucksmann. À la mi-journée, il était invité du grand jury et D'accord. il parlait justement de votre positionnement Ah. et vous répondez. Souvent, on nous a dit, mais vous voulez faire, C'est votre vous voulez faire le rassemblement de la gauche, pourquoi pas Jean-Luc Mélenchon? Et moi, je pense qu'il y a une légitimité à ce qu'il existe plusieurs offres politiques s'il y a des divergences de fond. Or, sur la question européenne, il y a une divergence de fond. Jean-Luc Mélenchon, il a plein de choses extrêmement intéressantes dans le programme de l'avenir en commun, mais l'échelle européenne ne lui parle pas. Il ne comprend pas, à mon avis, que justement, pour faire face au réchauffement climatique, pour réguler la mondialisation, pour mettre une amende à Google, on a besoin de l'Europe et que l'Europe, c'est notre avenir. On a besoin de l'Europe, Jean-Luc Mélenchon. L'échelle européenne, elle ne lui parle D'abord, pas. je commence par dire que M. Glucksmann aussi est intéressant et je lui souhaite bon vent. Bon, moi, ça ne me dérange Bon pas. vent, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bon ben, ça vent veut dire que ça ne me dérange pas que le PS relooké, réemballé, réapparaisse et existe, pourquoi pas. C'est pas mon sujet. Et je n'ai pas Ça a d'adversité été votre parti. personnelle. Bien sûr, ça a été mon parti, mais précisément, je sais pourquoi je l'ai quitté. Voyez-vous? Non, mais cette question, par exemple, pourrait être posée à M. Hamon. Pourquoi est-ce qu'il est parti? On n'en sait toujours rien. Moi, je peux vous dire pourquoi. Je peux le répéter après tant d'années. Parce que nous n'étions pas d'accord précisément sur la question européenne. M. Glucksmann se trouve avec un parti, le Parti socialiste, qui est dans sa liste et qui en fournit la colonne vertébrale, les troupes et le matériel, d'accord, qui est allié dans le gouvernement allemand à Mme Merkel, qui gère le Parlement européen avec le Parti populaire européen, qui est le parti de la droite. Peut-être que ce n'est pas la conviction de M. Glucksmann, c'est tellement fantaisiste cette histoire, qu'ils disent qu'une fois élus, ils iront siéger dans divers groupes. Ça me paraît être extrêmement léger compte tenu de l'importance du sujet. On ne peut pas régler les questions que vient de soulever M. Glucksmann dans le cadre des traités européens. Voilà pourquoi je suis partisan de sortir des traités européens. Pourquoi on ne peut pas? On ne peut pas faire la transition écologique si on verrouille les budgets de l'État à pas plus de 3% de déficit. On ne peut pas faire la transition écologique si on ferme les gares, si on supprime les services publics partout, parce que ça veut dire c'est chacun pour soi avec sa bagnole, son Et au carburant. Parlement européen, ce sera chacun pour soi. Là, on a vu 5 listes. Alors que vous qualifiez de gauche ou pas de gauche, on règle pas le problème. Non, ce mais soir, moi, c'est pas moi qui ai dit qu'ils ce étaient sera pas chacun de de gauche. son côté au Parlement européen, ces 5-là? Vraisemblablement, comme c'est déjà le cas. Aujourd'hui, les Verts siègent dans le groupe Vert, les socialistes sont dans le groupe socialiste, tous les socialistes d'Europe, les Néerlandais qui sont des libéraux, qui ici figurent d'humanistes
le Front National et M. Dupont-Aignan font quasiment figure d'humaniste à côté d'eux, tellement ils sont sauvages. Et puis ainsi de suite. Chacun est dans son groupe. Moi, j'ai siégé au groupe La Gauche Unitaire Européenne, avec toutes sortes de partis, écolos de l'Europe du Nord, Die Linke allemands. Bon. Et là, nous avons formé une nouvelle coalition, qui s'appelle maintenant Le Peuple, avec Podemos, le Bloco et 6 partis au total. Bon, donc moi, quand je me présente devant, on va dire, allez, pour faire large, la famille humaniste, quoi, hein, ben, je leur dis, écoutez, donnez de la force à une force qui va peser, qui va compter dans la vie politique française, faites pas les fous. D'abord, c'est un référendum anti-Macron qui va avoir lieu, vous le savez aussi bien que moi. Comment, après qu'on ait laissé jouer le pourrissement dans la crise des Gilets jaunes, qui n'a aucune solution, on va avoir une élection qui n'a rien à voir. C'est vous-même qui dites, faut pas voter pour l'Europe, faut voter contre Macron. Ben, on va voter contre Macron et en même temps voter contre les traités, parce que c'est la même chose. Monsieur Macron applique. Monsieur Macron, vous, vu depuis Paris, vous en rendez pas compte, mais il recopie dans son bureau les directives de la Commission européenne. Toutes. La loi sur le logement social qui prévoit la vente des HLM à la découpe, c'est une demande de la Commission européenne. C'est pas tout à fait ce qu'il dit, mais bon. Mais vous n'êtes pas là pour porter son point de vue. Vous lisez peut-être le point d'Emmanuel Macron mieux. Non, mais attendez, je le suis de près, je m'intéresse à ce qu'il dit, je regarde ce qu'il fait, il a bien le droit de faire ça. Il a le droit d'être d'accord avec la Commission européenne, mais il faut le dire. Parce que vous savez, ils ont tous fait les malins contre moi pendant longtemps en disant « Mélenchon prend le risque de la sortie de l'Europe ». Non, c'est vous qui êtes des dégonflés, qui prenez le risque de la sortie de l'Europe parce que vous avez peur de Mme Merkel. Et moi, je tiens le raisonnement que si la France parle son discours, elle sera entendue. C'est pas ce que fait M. Macron. On va faire une courte pause, Jean-Luc Mélenchon, et on va voir dans quelques instants ce que disent exactement les Français de ces élections européennes. On sera rejoint par Jean-Daniel Lévy de l'Institut Harris Interactif. Et que voit-on? C'est La République En Marche, Jean-Luc Mélenchon, qui arrive très largement en tête à 23% des intentions de vote. La France Insoumise est un peu plus loin, à 8%. On en reparle dans un instant. Participation aux européennes de 2014, c'était 42%. Et les législatives aussi, c'était pas fameux. Hein. Non, bien sûr, ça fera pas, c'est pas suffisant. Il y a beaucoup de travail à faire. Mais tout dépend aussi à quelle question on répond. Oui, il y en a beaucoup là, on voit dans. Oui, non, mais d'accord. Mais par exemple, est-ce que ces élections européennes vous intéressent? Si vous dites ah non, moi je m'en fiche complètement. Ce qui m'intéresse, c'est que je veux dire à Macron que je suis pas d'accord avec lui. Pourtant, ça peut se traduire dans le vote aux européennes. Donc, les biais des questions, il faut aussi en tenir compte, parce que sinon, on risque de passer à côté. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que c'est une élection qui ne passionne pas, parce que le sujet, en France, est un sujet maltraité médiatiquement. C'est-à-dire que, je ne sais pas, moi, dans une année, je dois écrire 3 tribunes, 4 tribunes sur l'Europe, tout le monde s'en fout. Il n'y a pas longtemps, à la tribune de l'Assemblée nationale, 2 fois, et dans une tribune dans la presse, 1 fois, j'explique une chose incroyable. Le traité qu'a signé M. Hollande avec Mme Merkel est caduc, il n'existe plus. On sait quand même, on en a eu le temps d'en parler de ce traité. Tout le monde s'en fout. On n'en parle pas, ça n'occupe pas 1 seconde de télé, 1 ligne dans la presse. Bon, parce que l'Europe, chez nous, en France, dans le débat public, c'est pas un débat, c'est une religion. On doit être pour l'Europe, et tous ceux qui ne sont pas pour l'Europe sont pour la déferlante d'immigrés, pour le nationalisme. On ne peut pas parler. Donc, il y a une atmosphère étouffante autour du thème de l'Europe. Et moi, j'essaye d'en parler avec un point de vue, comment dire, de raison, qui repose, primo, sur une idée simple, sortir des traités, c'est-à-dire que la France, qui est fondatrice de l'Europe, dise, écoutez, ce machin-là ne marche pas. Alors pourquoi? C'est à cause de la règle d'organisation. Changeons-la. Et deuxièmement, on se préoccupe de savoir où on veut aller. C'est-à-dire pourquoi on fait tout ça. Et pourtant, Jean-Luc Mélenchon, on va regarder les chiffres de Jean-Daniel Lévy, mais votre discours aujourd'hui que vous avez commencé à porter avec votre candidate Manon Bry qui fait campagne, il ne porte pas autant que le discours de La République En Marche, par exemple, loin de là, Jean-Daniel Lévy. Oui, quand on fait une mesure en fait, qui se déroule à 2 mois de l'élection, dans un contexte où effectivement on parle d'Europe et les Français ne sont pas toujours tous au fait et des listes qui vont être présentes et des enjeux précis de la campagne européenne, il y a une prime aujourd'hui d'un côté à La République En Marche et au Modem, 23%, au Rassemblement National, 22%, derrière les Républicains, la France Insoumise, Europe Écologie Les Verts et Place Publique, ainsi que le Parti Socialiste. Ce qui est intéressant... Place Publique, c'est quoi? C'est le PS, c'est ça? Place Publique, c'est le PS, c'est ça. 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 Place
le Parti PS, socialiste, Raphaël Glucksmann, exactement. Quand on regarde par rapport à l'enquête qui avait été réalisée il y a 15 jours, un progrès notamment en faveur d'un côté de la République en marche, mais également du Rassemblement national, parce que chacun augmente d'un point, en fait, tous les deux, avec des thèmes qui sont des thèmes dont on a pu évoquer tout à l'heure, qui étaient relativement porteurs pour le Rassemblement national, et en parallèle, la un peu plus grande mise en avant au cours de la période récente de la formation d'Emmanuel Macron, notamment à travers la déclaration de candidature de Madame Loiseau. Comment ça se fait, Jean-Luc Mélenchon, que La République en marche et le Rassemblement national sont pas très loin de leur score de présidentiel et que votre liste, vous aujourd'hui, celle de Manon Aubry, est largement en dessous de votre score à cette élection? Ça prouve qu'il y a du travail à faire. Mais je le prends bien parce que Monsieur Lévy m'avait mis à 13% à la présidentielle. J'ai fini 6 points au-dessus. Alors 8 et 6, 14. Mon sort est moins pitoyable qu'il n'y paraît. Mais je peux exprimer quand même, pardon. Moi, je ne suis pas anti-sondage. On n'a pas toujours été comme ça entre nous. Il y avait plusieurs écoles. Il y avait les bourdieusiens durs qui disaient l'opinion publique n'existe pas, on s'en fout de leur truc. Mais sauf que ça a une valeur de prescription. Celui qui regarde ça, qu'est-ce qu'il fait quand il voit ça? Il dit « Ah, monsieur Macron, il s'en sort, hein. Ah, puisque vous appelez la gauche, là, ils ne sont pas forts. Hein. C'est une petite cour mesquine avec des petites choses. » Coup au but. C'est exactement ce qui est attendu. Alors, pardon de vous dire, je regarde les notices techniques. Par exemple, quelques-unes d'entre elles étaient amusantes à mon sujet. Premièrement, à chaque fois, nous sommes ceux qui ont le moins de gens intéressés. On ne sait pas pourquoi, mais quand vous êtes France Insoumise, d'après les sondeurs, vous ne vous intéressez pas aux élections européennes. 15 points derrière tous les autres dans l'intérêt. Après, vous avez un autre farceur qui avait mis 13% de jeunes sont pour Mélenchon, mais 0% d'étudiants. 0% d'étudiants. Alors disons qu'il y a des jours où j'ai un peu de mal à prendre ça au sérieux. Moi, ce que je demande, c'est du sérieux. J'ai mon propre institut interne à la France Insoumise. Vous faites vos sondages? Bien sûr. Mais comme ce n'est pas un institut déposé et tout ça, nous gardons nos chiffres pour nous. Nous avons notre idée. Et il vous donne à combien? Mais pardon de vous dire, je ne vous le dirai pas parce que je ne veux pas jouer ce rôle. Mais par exemple, là, nous avons La République en marche et le MoDem à 23%. Ce pauvre monsieur Hollande, qui était quand même loin de s'être tapé 19 semaines d'émeutes citoyennes, d'accord? Lui, il a fini son européenne à peu près 16 ou 17. Et vous allez me faire croire qu'il y a un enthousiasme dans ce pays pour La République en marche et le MoDem qui le met à 20 ans. C'est absolument impossible. Les Républicains sont mis à 13. C'est impossible. Le parti du président de la République dit « Scrogneux, c'est nous qui maintenons l'ordre, c'est eux qui fichent la pagaille ». Quand vous êtes les Républicains qui avez voté Macron, bah, vous vous dites ouais, on peut changer d'avis. Donc disons que 3 mois avant l'élection, bon voilà, je regarde. Je tiens compte du fait qu'il faut faire une grande campagne et continuer le travail. Avec Jean-Daniel, on va regarder un chiffre qu'on voulait garder pour la toute fin, mais on va le regarder juste rapidement, celui sur la question de la satisfaction ou de l'insatisfaction qui sera exprimée en direction du président de la République à l'occasion de cette élection européenne. C'est une question que vous avez posée. Pourquoi les Français vont-ils voter? Pour dire ou pas leur insatisfaction ou leur satisfaction? C'est majoritairement leur insatisfaction à l'égard du président de la République. 47%, on le voit, disent qu'ils vont se saisir de ces occasions pour pouvoir exprimer leur insatisfaction. 19% pour exprimer leur soutien et 34% déclarant qu'il n'y a pas véritablement de lien entre la manière dont ils entrevoient les élections européennes et le jugement qu'ils peuvent porter à l'égard du président de la République. Donc le référendum anti-Macron dont parlait M. Mélenchon à l'instant. Vous ne bougez pas, on accueille tout de suite Frédéric Delpech, c'est l'heure de la critique. De quoi? Frédéric Delpech, journaliste au service politique de TF1 et de LCI. Jean-Luc Mélenchon, il vous a regardé, il vous a écouté pendant toute cette interview. Il va d'abord nous dire ce qu'il a interpellé, éventuellement les questions qu'il a encore à vous poser. Frédéric. Alors, je vous écoute avec beaucoup d'attention. Vous avez beaucoup reproché ces derniers temps à Emmanuel Macron d'avoir lancé sa campagne, profité du grand débat pour faire campagne. Mais vous êtes vraiment en campagne pour les européennes. Et on vous a entendu. Je ne suis pas président de la République. Vous n'êtes pas président, mais on vous a entendu appeler à un référendum anti-Macron. Ça va être votre argument de campagne, si on a bien compris, en gros, ce que vous allez défendre pendant cette campagne. Pour le reste, alors, on peut dire que vous ne concédez rien au gouvernement. Hein. Malgré cette journée calme hier, Christophe Castaner doit continuer à partir. Il est dangereux, il est amateur, il a donné des consignes incohérentes à la police. Bref, aucune concession de votre part. Et puis, vous soutenez toujours Éric Drouet, que vous admirez. On a le sentiment que vous avez vraiment un sentiment admiratif pour Éric Drouet. Alors, concernant votre présence dans la manifestation hier, j'avais une petite question parce qu'on voit que vous êtes quand même, au moins depuis le début, fidèle. Hein. Vous soutenez les Gilets jaunes, contrairement à d'autres chefs de parti qui ont pris leur distance. Vous continuez à les soutenir.
dire. Alors, on a vu Nicolas Dupont-Aignan accueillir Sébastien Cauchy, un gilet jaune sur sa liste pour les européennes. Vous considérez que la suite de ce mouvement, ça doit se poursuivre dans la rue, comme vous l'avez fait hier? Bon, déjà, moi, j'ai une liste de 79 gilets jaunes, donc je suis tranquille, j'ai pas besoin de faire semblant comme M. Dupont-Aignan. Donc, je blague, hein, mais bon, voilà. Je ne veux pas en rester à la description que vous faites. Moi, j'ai jamais dit l'élection européenne sera seulement un référendum anti-Macron. Pas du tout. Je dis ce sera un référendum anti-Macron, mais il faut en voir le contenu. Il y a des propositions. Et surtout, moi, je joue la puissance française. Je crois à mon pays. Ce qui fait un peu la différence avec M. Glucksmann qui dit Mélenchon, il ne croit pas à l'Europe. C'est pas ça mon sujet. Mon sujet, c'est qu'on ne fait pas l'Europe en défaisant la France. Je crois que la France a une puissance, mais pas pour, comment dire, approuver, acclamer, applaudir le schéma qui nous a conduit à la catastrophe en cours. Nous sommes, l'Europe, l'Union européenne est à l'agonie. Est-ce que, oui ou non, vous acceptez quand même de regarder les faits? Pourquoi les Anglais sont-ils partis? Vous pouvez toujours dire, comme dit M. Macron, c'est parce qu'ils n'étaient pas au courant, parce qu'ils n'ont rien compris, parce que, bien sûr... Ils ne sont pas encore partis complètement, ça a l'air compliqué. Hein. Mais en Angleterre, il y a une tradition, on respecte les votes. Pas en France. En France, les gens votent non, et les chefs disent « Ah ben oui, on a compris, c'est oui ». Non, en Angleterre, non. Donc, il faut comprendre qu'elle est à l'agonie. Et notre intérêt, c'est que les peuples d'Europe coopèrent. C'est notre intérêt, parce que quand on ne coopère pas, c'est la guerre. On a fait ça pendant des siècles. Notre intérêt est qu'on coopère, donc on ne peut pas vivre dans des traités européens qui organisent la compétition à l'intérieur de l'Europe, entre les composantes de l'Europe. Et nous, je ne suis pas d'accord pour que la France marche à la remorque des Américains en s'inventant les Russes comme adversaires. Je ne veux pas de guerre sur le vieux continent. Donc, pour qu'il n'y ait pas de guerre sur le vieux continent, il faut le dénucléariser. C'est urgent et important. Donc, pas de batterie de missiles antimissiles nord-américaines. Voilà les sujets que je mets sur la table. C'est pas juste j'aime pas Macron. Et de même, si vous voulez faire une transition écologique, nous avons besoin de milliards, m'entendez-vous? Donc, au lieu de donner de l'argent gratuitement aux banques, comme le fait la Banque Centrale Européenne, il faut la donner aux États. Il faut donner cet argent aux États pour qu'ils puissent entreprendre des politiques de transition. Pardon, je ne suis pas sorti de votre question. Hein. J'ai essayé de répondre. Quant à M. Drouet, mon admiration est de type humaine. J'ai connu des dizaines de dirigeants, hommes et femmes, de lutte. Je sais ce qui pèse sur leur dos. Je sais l'angoisse de la vie. Je sais comme c'est dur. Tout le monde leur tombe dessus, leur demande. Vous savez que Drouet continue à travailler ? D'accord? Donc il est dans son camion, il fait son truc. Eh bien, moi, ça m'impressionne. Son caractère, sa personnalité m'impressionne. Je comprends bien, donc on va passer à un autre sujet. Juste d'un mot, le bureau du Sénat, cette semaine, a décidé de saisir la justice sur le cas donc Benalla Kras, mais aussi 3 collaborateurs de l'Élysée. Est-ce que vous soutenez cette démarche qui, on le rappelle, est portée par une institution de droite? Écoutez, ils ont été plus courageux ce coup-là qu'avec la Société Générale, hein, je fais remarquer, parce que... Bon, enfin, il y a parjure et parjure dans ce pays. Mais moi, je n'ai pas d'avis sur la question. Je n'étais pas membre de la commission d'enquête. Je ne suis pas membre du bureau du Sénat. Encore une fois, nous sommes dans un système institutionnel organisé. L'armée fait l'armée, la police fait la police, et le Sénat fait le Sénat. D'accord? Vous pouvez être contre le Sénat, vous pouvez être contre l'armée, vous pouvez être contre la police. Vous êtes contre le Sénat ou pas? Mais attendez, je voudrais terminer de vous répondre. Donc, quand le Sénat, dans la forme légale, institutionnelle et légitime, prend une décision, je juge que le comportement du président de la République et de ses proches est un comportement totalement aventurier. Parce qu'ils sont en guerre avec tout le monde, ces gens-là. Et maintenant, les Blancs en guerre aussi avec le Sénat. Alors, ils ont décidé qu'ils boycotteraient un Premier ministre qui boycotte une réunion d'une assemblée parlementaire. Mais dans quel pays c'est possible, ça, à part la France? Ça n'existe pas. Les gouvernements sont responsables devant les assemblées. Donc, le Premier ministre, c'est comme ça, c'est casse-pied, mais il faut y être, on vient à la réunion. Et j'estime que leur comportement n'est pas sage. S'affronter avec le Sénat ne le mène nulle part. Bon, le Sénat les a déférés, enfin, les a signalés à la justice, ça arrive, voilà. Ben maintenant, le rôle de ceux qui sont à la tête de l'État, ce qui n'est pas mon cas, eh ben, c'est de faire en sorte que ces choses-là se passent normalement, pas la guerre, non, ça c'est pas possible. Ou alors on change les institutions, c'est justement ma proposition. Parce que vous ne m'avez pas demandé comment on allait sortir de tout ce bazar. Si vous n'avez pas compris que les gens veulent partager la richesse et changer le pouvoir politique, vous n'avez rien compris. Merci beaucoup.